Madame, monsieur, bonsoir. C'est le sujet sur toutes les langues et dans toutes les langues aussi. Le hantavirus hante les esprits actuellement et on en parle ce soir dans Question d'actu. Alors un navire, tout a commencé dans un navire de croisière bloqué au large du Cap-Vert d'abord, ensuite devant les îles Canaries, où des passagers ont été placés en quarantaine pendant 42 jours. Alors du coup, s'en est suivi des réunions de crise et un mot qui réveille immédiatement une mémoire collective encore à vif. Le virus. Et même si les autorités sanitaires à travers le monde le répètent, le virus des Andes n'est pas le Covid-19. Mais 5 ans après la pandémie mondiale, chaque foyer épidémique international devient automatiquement une espèce de test de crédibilité pour les États et surtout, et on le sent, un test de sang-froid pour les opinions publiques. Alors je le disais, plusieurs pays ont déjà activé des protocoles de quarantaine renforcés, pour ne citer que l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne ou encore l'Australie. On surveille aussi minutieusement les chaînes de contamination. Alors, il y a la peur, ou je dirais le syndrome post-traumatique du Covid, et il y a les faits. Le hantavirus, ou virus des Andes, est très rare, contrairement au Covid-19. Sa contagiosité reste faible. Et là, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, insiste. Le risque pandémique mondial reste limité. Au Maroc aussi, les autorités sanitaires se veulent rassurantes. Et pour le moment, aucun dispositif exceptionnel n'a été déclenché aux frontières du royaume. Mais la prévention reste de mise. Alors, quel est le risque pour la santé publique mondiale face à ce virus? Quelles précautions prendre quand on sait que sa létalité peut dépasser les 40% selon les scientifiques? Comment éviter la psychose? Et si les frontières sanitaires deviennent de plus en plus poreuses, comment capitaliser sur l'expérience Covid pour tout simplement mieux gérer? Alors pour tout savoir sur l'hantavirus, j'accueille aujourd'hui d'abord en plateau le professeur Jafar Haikal. Bonsoir professeur Haikal. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes professeur d'épidémiologie spécialiste en maladies infectieuses. Bienvenue à vous sur ce Merci plateau. à vous. Et un plaisir aussi d'accueillir le docteur Saïd Moutaoukil. Il est médecin réanimateur, spécialiste en réanimation des maladies infectieuses. Il est également ancien membre du comité scientifique et technique et aussi ex-enseignant-chercheur au CHU Ibn Rushd. Bonsoir docteur Moutaoukil. Bonsoir. Bienvenue à vous également. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter, de répondre à nos questions et un plaisir d'accueillir depuis Reims en France le professeur Jacques Cohen, professeur en immunovirologie à l'Université de Reims. Bonsoir, professeur Cohen, et merci à vous aussi de vous joindre à nous. Alors tout d'abord, professeur Cohen, peut-être une définition, un rappel aussi de l'origine et de l'historique de ce virus, de l'hantavirus ou le hantavirus ou le virus des Andes. Alors, le virus a été connu dans les années 50 pendant la guerre de Corée parce que c'était une épidémie pour des troupes américaines qui étaient au contact de la rivière Hantan. Alors depuis, il a perdu son N, c'est devenu le Hanta, et il avait une mortalité moyenne, on dira, et on s'est aperçu depuis qu'on en avait un peu partout, y compris dans l'est de la France ou en Allemagne, mais avec une forme très différente de la forme actuelle. Schématiquement, il y a une forme différente selon les pays, une forme relativement tranquille avec 2% ou 3% de mortalité en France ou en Allemagne, principalement faite d'insuffisance rénale, mais on peut dialyser les gens en cas de besoin, et d'autre part, une forme beaucoup plus grave qui était trouvée aux États-Unis, en Guyane française, et surtout en Argentine. En Argentine, c'est le virus des Andes, et il a une particularité, il est transmissible par voie respiratoire, alors que toutes les autres formes ne sont pas transmissibles par voie respiratoire. Donc là, il y a une mortalité très importante, ce qui fait un tiers à 50% des gens. Il a une particularité aussi, c'est c'est une anthropozoonose, ce terme savant disant qu'il est avec un hôte habituel et que l'homme n'est pas son hôte habituel. Nous sommes des hôtes par hasard. Et comme toujours pour un hôte inhabituel, eh bien, le virus ne s'installe pas. Il faut vraiment une masse critique qu'il n'y a pas. On a eu quelques centaines de personnes au maximum, maintenant quelques milliers avec le bateau, mais il faut une masse critique importante pour qu'un virus, si j'ose dire, mijote assez longtemps pour s'adapter à une espèce quand c'est un virus qui n'est pas capable de muter rapidement. Donc, on a cette situation qui est démontrée parce que
les médecins qui ont soigné les malades des Andes n'ont pas attrapé la maladie. Au bout de 2 ou 3 passages, ça disparaît. Donc voilà une situation très différente, mais on est bien sûr toujours attentif. Et si on a comme pronostic qu'il y a peu de chances que ça diffuse, on garde cette arrière-pensée ou ce joker que s'il y avait une masse critique suffisante, il pourrait y avoir changement du virus. Mais pour l'instant, ce virus n'a strictement aucun potentiel pandémique. Alors, il faut peut-être aussi rappeler, professeur Haikal, le cas zéro de cette... Est-ce qu'on peut parler d'une épidémie déjà ? Alors écoutez, d'abord, je rejoins ce que dit professeur Cohen. Il est extrêmement important de resituer donc les choses d'un point de vue épidémiologique et de comprendre qu'on a des indicateurs très importants. D'abord, le cas zéro, les personnes contacts, la capacité de diffusion, ce qu'on appelle, nous, en épidémiologie, le taux de reproduction de base, c'est-à-dire, vous vous rappelez, à l'époque de la Covid... on a bien appris ce jargon très scientifique. C'est-à-dire la capacité de créer de nouveaux cas. Par exemple, pour la rougeole, c'est de 15. Je vous rappelle que pour la Covid, on est aux alentours de 2, 2,5. Et là, on est à 2 ou moins, selon les situations, comme en a parlé professeur Cohen. Deuxième élément important, là aussi, bien connaître donc, les termes quand on va parler donc de cette maladie et que la létalité est élevée. La létalité, ce n'est pas la mortalité. La létalité, c'est le décès au sein des personnes malades. La mortalité, c'est dans la population générale. Et là aussi, on l'a très bien expliqué, dans les souches classiques, la létalité est assez faible, aux alentours donc, de 3%, entre guillemets, dans les zones où il y a la diffusion de virus, mais dans des situations donc, particulières qu'on a connues, et particulièrement pour la souche donc, des Andes, la létalité peut aller jusqu'à 30-40%, voire un peu plus. Ce qui est important, encore une fois, et le professeur Cohen l'a dit, c'est non seulement il faut une masse critique, c'est-à-dire une quantité donc, de virus, entre guillemets une sorte de charge virale, mais il faut également la capacité de diffusion, c'est-à-dire un confinement, être proches les uns donc, des autres. Et c'est normal, dans un navire, les gens étaient relativement confinés et la diffusion pouvait être importante. Mais à l'échelle mondiale, et l'OMS le dit, les experts le disent également, il n'y a pas aujourd'hui de raison, eu égard aux conditions d'abord du virus, eu égard à l'épidémiologie, qu'il y ait une diffusion massive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui les conditions pour une diffusion massive. Bien entendu, il faut rester vigilant et prudent, suivre les cas contacts, et on l'a très bien dit, on a dit les médecins qui ont soigné, je remercie le professeur Cohen d'avoir insisté sur ça, ils ne sont pas tombés malades. Il y avait également une hôtesse de l'air qui avait accompagné la femme qui n'est pas tombée malade, elle non plus. Ce n'est pas systématique. Évidemment, il faut rester prudent et vigilant. Alors, vous avez parlé des rongeurs. J'aimerais bien qu'on... professeur Cohen, je me tourne vers Dr Moutaoukil. Alors, est-ce que tous les rongeurs se valent ? Est-ce que tous les rats se valent ? Excusez l'expression. Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, des rongeurs de tel ou tel pays peuvent peut-être être beaucoup plus nocifs dans la transmission de la maladie à l'homme ? Quand on voit la répartition dans le monde, c'est-à-dire que dans l'ancien monde, on parle l'ancien monde, et puis le nouveau monde, hein, the New World and the Old World, c'est-à-dire qu'il y a des rongeurs qui sont spécifiques de région, qui vont porter le virus, qui va être les réservoirs, et puis dans d'autres pays, c'est des rongeurs qui peuvent être différents, mais on sait que les rongeurs, il n'y a pas que les rongeurs, il n'y a pas que les rats, et les souris, il y a d'autres animaux qui sont insectivores, qui vont être des réservoirs. Et on sait aussi que l'élan, par exemple, l'animal qui peut être aussi atteint et être le réservoir de cette maladie. On a parlé d'anthropozoonose. Et ça c'est l'interaction entre le milieu, entre la faune et entre l'homme. Et puis, rappelez-vous de ce livre d'un philosophe, Bruno Latour, qui parlait de le philosophe, la Terre et le virus. Et puis, on voit qu'il y a une interaction entre l'humain et dans le milieu environnant
dans lesquelles il va vivre. Et puis, on sait, comme ça a été rappelé par professeur Cohen et par professeur Heikel Jafar, on sait que cette maladie, elle est connue et elle a été premièrement décrite dans la guerre de Corée. Et puis, quand on revient un petit peu à l'histoire ancienne, il y a une très belle revue publiée en 2024 par une équipe finlandaise qui a repris un petit peu toutes les publications depuis 1943 sur cette maladie-là. Et on revient même à la Première Guerre mondiale. On n'avait pas le diagnostic de certitude que c'était le hantavirus, mais l'analyse de la symptomatologie renvoyait à ça. Et puis, c'est apparu aussi, maintenant, au niveau de l'Amérique du Nord et surtout en Amérique du Sud, ce virus, le virus des Andes, de la cordillère des Andes, et qui va donner une symptomatologie et qui va être véhiculé par des rongeurs, mais au niveau des rongeurs, il y a des différences au niveau des pays. Très bien. Alors, vous avez parlé des Andes, de l'Argentine. Oui. L'Argentine rassure aussi, précise qu'aucun lien formel avec une contamination sur son territoire n'est encore confirmé. Donc, il ne faut pas faire peut-être aussi l'amalgame. Il y a beaucoup d'amalgames. Et aussi, messieurs, on le sent. Pourquoi il y a une... Je ne dirais pas que la psychose est déjà installée, mais on sent qu'il y a une peur ambiante de ce nouveau virus. Vous avez parlé de létalité. Est-ce il y a de quoi avoir peur aujourd'hui, messieurs? Professeur Cohen, je commence par vous. Pour l'instant, il n'y a pas de raison d'avoir peur et on a pour une fois de l'avance, c'est-à-dire que l'on a pu tracer les premiers cas contacts, confiner les gens, savoir s'il y avait une diffusion secondaire ou pas. Donc, nous n'avons pas de retard sur la surveillance du virus. Bien sûr, il faut toujours surveiller, mais on ne court pas après des gens qui seraient en train de répandre le virus sur la planète. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que tous les rats se valent? Moi, j'ai l'impression que, selon les rats, il y a un équilibre entre la virulence du virus et l'espèce de rat dans laquelle il vit d'habitude, dans son habitat naturel, entre les rats du Nouveau Monde ou de l'Ancien, ou certaines souches comme ce curieux petit rat à très longue queue qu'on voit en Argentine et un petit peu au Chili. Qu'est-ce que fait ce virus au corps? Parce qu'on a entendu, professeur Heikel, on ne va pas parler peut-être des... Parce qu'il y a une période d'incubation, un peu comme le Covid. Il y a beaucoup de points communs entre les deux virus. Et puis, il y a les symptômes. Et les symptômes, là aussi, se ressemblent entre le Covid et le hantavirus. Alors oui et non. Oui et non. Pourquoi? Oui. Parce que, comme l'a dit le professeur Cohen, vous avez deux formes. Vous avez la forme qui était classique, qu'on a connue dans une partie du monde et qui est une forme qui est plutôt hémorragique et rénale, avec insuffisance rénale, etc. Et l'autre forme qui existe plutôt dans les Amériques, qui est plus problématique pour nous, qui est cardio-respiratoire. Et c'est ça, c'est, si vous voulez, la ressemblance avec le Covid. C'est pour ça que j'ai dit oui et non, où le syndrome cardio-respiratoire entraîne une insuffisance respiratoire assez problématique, que les réanimateurs, comme le professeur Moutiaoukil, connaissent donc très bien, et qui met en jeu le pronostic vital et qui explique une létalité très élevée. Mais les symptômes vont durer malheureusement, et vous savez, ici, la période d'incubation peut aller des fois jusqu'à 8 semaines, de 1 jusqu'à 8 semaines, et vous pouvez avoir des symptômes hémorragiques, fièvre, des courbatures, vous allez avoir même des troubles digestifs, vous pouvez avoir une insuffisance rénale, vous pouvez avoir une défaillance cardio-respiratoire selon le stade donc, de la maladie. Donc la symptomatologie est assez vaste en fonction, et encore une fois, de la charge virale, en fonction de l'état de santé, de l'état immunitaire de la personne, de la susceptibilité. Donc il y a beaucoup donc, d'éléments qui rentrent en jeu. Mais ça ne veut pas dire que si vous avez été en contact avec le virus, cela équivaut à une létalité de 30-40%. Absolument pas. Nous avons observé qu'il y a des létalités qui peuvent aller jusqu'à 30-40%, mais il y a des conditions particulières. Il faut une charge virale, il faut une condition de transmissibilité, il faut un état immunitaire, il faut une susceptibilité, il faut un certain nombre donc, d'éléments. Le seul point qui aujourd'hui perturbe un petit peu les gens, si je peux ainsi m'exprimer, c'est qu'on a la crise de la Covid-19 qui n'est pas si loin, donc 5-6 ans, et à chaque fois qu'il y a un virus qui a
qui se comportent de façon différente. Bon, on l'a vu pour la variole du singe, par exemple. On en a parlé. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été une diffusion mondiale. Il n'y a pas eu donc de pandémie. Bien sûr, vigilance. Bien sûr, surveillance. Bien sûr, sujet contact. Tout cela, il faut le faire. Et la surveillance épidémiologique active, passive et active. Mais il faut encore une fois juste mesure, sérénité. Il n'y a pas, et je rejoins le professeur Cohen, il n'y a pas de raison, au vu des données actuelles, bien évidemment, de s'alarmer ou d'avoir peur, et surtout de ne pas faire peur. Et d'informer, comme vous le faites si justement, d'informer de façon efficiente, mais surtout de façon scientifique. Alors justement, mais comment gérer l'équilibre entre la vigilance sanitaire et la panique? Parce que si on regarde la télé, par exemple, là, il suffit de faire un tour d'horizon des télés, notamment d'information, pour ne citer que l'exemple de la France, qui reste quand même assez proche géographiquement et aussi par rapport à l'audience marocaine. On voit que le sujet est traité dans toutes les émissions. Donc comment, certes, appeler à la vigilance, mais sans tomber dans la panique? Mais dans tous les plateaux de télé qu'on voit dans les télés françaises, sans citer de nom, par respect à toutes les télés, j'ai beaucoup de respect pour les médias, vous avez des scientifiques et vous avez des femmes et des hommes donc de médias, et heureusement que dans certaines situations, il y a un apaisement et il y a des données scientifiques qui restent dans une objectivité, que ce n'est pas « on m'a dit ». On m'a raconté, il semble que... basons-nous sur des faits scientifiques, demandons à des scientifiques, attention, avec tout le respect qu'on doit avoir pour les médias, pour les femmes et les hommes des médias, qui sont là, vous êtes des relais d'opinion extrêmement importants, et heureusement que vous êtes là, mais il est important que l'information soit vraiment valide, qu'elle soit pertinente, et surtout, qu'elle soit destinée à expliquer, à informer, sensibiliser et surtout à ne pas faire peur. À ne pas faire peur. Mais il faut constater quand même que les croisières deviennent comme une espèce de nouveau laboratoire sanitaire, docteur Boussaoukil. Oui, mais... Parce que tout a commencé sur ce bateau de croisière. Oui, ouais, mais il y a combien de croisières qui se sont passées on se rappelle ce film, La croisière qui s'amuse. Oui. Mais là, on est dans un cas malheureux parce que toutes les conditions ont été réunies. Il y a ces deux Néerlandais qui vont passer dans la région d'Ushuaia, qui vont observer ce oiseau. Hein, c'est le caracara. Hein, ça, c'est de Darwin. Hein, ça, c'est en hommage à Darwin. Et qui va être infecté, qu'il est allé observer avec sa femme et qui va revenir à la croisière, qui va prendre la croisière et qui va être la première victime. Oui. Après, c'est sa femme. Donc, toutes les conditions sur le plan épidémiologique, tragiques, cette fois-ci, mais le reste des croisières, on fait combien de traversées par bateau ou par avion? Mais vous savez que, par exemple, quand on a parlé le Mpox, oui. Il y a cette réunion dans les îles Canaries qui a fait qu'on a eu un retour de la variole des singes. Ouais. On sait que maintenant, l'humanité, on le sait, elle est confrontée à des nouveaux défis sanitaires, et parmi lesquels, et M. Cohen va le dire, et M. Heikel, c'est les maladies émergentes et réémergentes. C'est-à-dire, on a des maladies qui vont apparaître pour la première fois, et on a eu le cas malheureux de la Covid, et puis on peut avoir aussi d'autres maladies qui existent. Ce virus, l'avantage, c'est qu'on le connaît, on ne le connaît pas assez, mais on le connaît, et on a eu des cas semblables à gérer. Et puis, vous savez, il y a dans le pourtour méditerranéen, il y a eu le retour de la peste, hein, avec le bouton de Pisra. Et moi, je me rappelle, au début des années 80, en réanimation, et quand on gérait les malades, on avait une maladie hémorragique et insuffisance rénale. C'est la leptospirose, qui est transmise aussi par les rongeurs, par le rat. Et déjà, quand on faisait la bibliographie à Casablanca, au service dans lequel il y avait M. Zaid, Mme Hamish et les autres, et on parlait déjà
de l'hantavirus. Pourquoi? Parce que ce virus a été identifié en 1978. Donc c'était récent et on disait toujours en médecine le diagnostic différentiel. C'est-à-dire on peut avoir, tout à l'heure, M. Heikel, il a parlé d'un certain nombre de signes cliniques, mais elles se ressemblent. Il y a une phrase qui dit « tous les malades graves se ressemblent ». Il y a une célèbre phrase chez Tolstoï, dans Anna Karénine, tous les malheureux, toutes les familles heureuses se ressemblent, chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Mais les cas graves, quand vous avez des cas graves avec un syndrome de détresse respiratoire, c'est très grave. Et on sait aussi quand le virus rentre, ou le microbe ou autre, il y a l'atteinte qui est occasionnée par le virus ou par le microbe, mais il y a toute la réaction inflammatoire, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la tempête inflammatoire qui va évoluer pour son propre compte et qui va faire la gravité de la maladie. Alors rapidement, il y a un traitement ou pas? Alors pour l'instant, il n'y a pas de traitement. Il y a quelques essais par la ribavirine et autres. Il n'y a pas de conclusion pour l'instant. Et puis le vaccin, au niveau de la Corée, il y a des vaccins mais qui n'ont pas donné de résultats jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc il n'y a pas de traitement spécifique et il n'y a pas de vaccin jusqu'au jour d'aujourd'hui pour cette maladie. C'est pas très rassurant. Non, alors ce qui est rassurant, c'est ce qui a été dit, ça a été expliqué, c'est nous sommes devant un cas dont toutes les conditions épidémiologiques ont fait que les occupants de cette croisière ont attrapé la maladie et il y a toutes les mesures qui ont été prises au niveau des pays pour protéger. Mais quand on analyse le taux de reproduction de ce virus, quand on analyse l'histoire d'évolution de ce virus, on peut le dire, hein, sans pouvoir un petit peu se tromper, on n'est pas dans le même cas de la maladie de la Covid. Ça, c'est très important et ça doit rassurer les choses. Maintenant, il y a toutes les mesures. On sait que il y a certaines maladies qui sont... En 2003, on avait le SARS, le SRAS, qui est apparu et qui a disparu, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui. Et on a aussi le Mpox. On en a parlé et puis il a disparu. Et il y a toutes les... Je crois que maintenant, on peut dire que les autorités au niveau des sanitaires dans les pays et puis toutes les mesures prises dans le cadre de ce qu'on appelle le principe de précaution par les autorités sanitaires, ont fait qu'on peut lutter contre ces maladies-là. Ça, il faut qu'on le sache. Et puis, on n'est pas devant la catastrophe dans ce cas-là. Il y a le virus, quand il atteint des personnes qui ont des sensibilités particulière. On a parlé du système HLA et autres. M. Cohen va peut-être le reprendre. Et la maladie, elle est grave quand elle touche la personne. Mais le risque de transmission à des personnes non malades, il est très faible. Et le risque de propagation, comme on a connu dans la Covid, ce n'est pas la même chose. On n'est pas dans la même dynamique. Alors, on est quand même dans une dynamique. Je parlais des croisières, je vais rester dans ce monde de voyage. Je vous interpelle justement, professeur Cohen, sur cela. On l'a vu, plusieurs pays ont annoncé des mises en quarantaine. Est-ce que aujourd'hui, ou jusqu'où ces quarantaines peuvent-elles vraiment être efficaces à un niveau mondial, où finalement les virus n'ont pas besoin de passeport, n'ont pas besoin de visa pour voyager? C'est tout à fait exact. Les virus n'ont pas besoin de passeport et de visa. Il faut déjà rappeler ce que disait Charles Nicolle, qui était le directeur de l'Institut Pasteur de Tunis et qui a eu le prix Nobel. Il y aura toujours des maladies infectieuses. La nature essaye sans arrêt. Elle fait des expériences. Et on a des petits foyers qui, la plupart du temps, se cassent la figure. Et puis, de temps en temps, il y a un truc qui va plus loin. Et on a un système qui est connu depuis le Moyen-Âge, c'est que, en fonction de la durée de reproduction, eh bien, il y a des maladies où il suffit de mettre en quarantaine, de bloquer 40 jours pour être sûr que personne ne risque plus d'être malade. Et là, on est à peu près dans ce cas-là.
c'est une maladie qui a un mécanisme qu'on connaît encore mal, mais qui est très probablement immunologique. Parce que c'est un virus qui se transmet lentement, un peu comme celui de la leptospirose, alors que ce n'est pas un virus. Et c'est une maladie lente parce que c'est probablement lié à une réaction immune et non pas à l'action du virus lui-même. Et je pense que ça va être un sujet de recherche maintenant. Alors, est-ce qu'il faut demander un passeport à tous les rats sur la planète ? Est-ce qu'il faut arrêter de voyager ? Je pense que ce n'est pas possible. Nous sommes une espèce baladeuse et... les rats aussi, sur les bateaux. Ça, c'est historique. Et les rats se sont souvent promenés sur les bateaux. Là, on est dans une situation, comme souvent, on veut dire a posteriori exceptionnelle. Les gens sont allés se promener, pour les cas index, auprès d'oiseaux, dans une décharge où il y a des rats. Les rats, même si les croisiéristes disent que les rats, il n'y en a pas chez eux, on a toujours un peu de mal à le croire. Mais on sait très bien dératiser, si on le veut. Et je crois qu'il faut rappeler que des choses simples, comme le fait d'avoir trop de pigeons, que le fait d'avoir des rats parce qu'on ne dégage plus les poubelles tous les jours, parce que sous prétexte qu'il faut trier, etc., tout ça, c'est pas bon pour la santé publique. La leptospirose est bien plus fréquente, et aussi grave d'ailleurs, que le Hantan, et donc il faut avoir l'habitude de vivre avec des maladies infectieuses, parce que c'est le propre de la vie elle-même. Est-ce qu'on peut briser des chaînes potentielles de transmission ou pas ? Oui, tout à fait. Dans le cas de cette maladie, on n'a aucun problème avec une maladie qui est lente, qui n'a pas de diffusion immédiate avant les signes pour la forme respiratoire. On a toutes les chances, en ayant répertorié correctement les gens, de les isoler et d'attendre que ça se passe. Justement, plusieurs pays l'ont fait. Comment être sûr est-ce qu'on va enfermer les gens et comment être sûr que les gens vont respecter le protocole de quarantaine, professeur Heiken? Écoutez, d'abord, encore une fois, il faut bien comprendre les enjeux épidémiologiques. Et les enjeux sont... Quelles sont les personnes contacts? Est-ce qu'il y a eu des contacts? Est-ce qu'à partir des contacts, est-ce qu'il y a des cas secondaires? Mais si par exemple il y a 22 contacts, par exemple en France, hier on parlait d'un cas avec 22 cas contacts. Bien, écoutez, qu'il faut mettre tout le monde en quarantaine? Il faut simplement surveiller donc ces personnes et l'isolement. Je rappelle également que c'est extrêmement important, et le professeur Cohen a bien insisté, la capacité donc, de diffusion donc, de la maladie, elle est extrêmement faible. C'est-à-dire le port d'un masque, les mesures d'hygiène donc, de base, la distanciation physique sont également des mesures intéressantes. Vous avez posé la question au professeur Cohen, est-ce qu'on peut rompre cette chaîne de transmission? La réponse est oui, si nous adoptons également un certain nombre donc, de mesures préventives, parmi lesquelles l'isolement des personnes qui sont en contact direct avec un sujet malade, il faut bien le comprendre, avec un sujet malade, et si les autres personnes qui auraient été en contact ou alors qui risqueraient d'être en contact portent donc le masque et sont à distance physique raisonnable. Je rappelle encore une fois que contrairement à la Covid, si vous êtes à 2, 3 ou 4 mètres, il y a des risques, par exemple pour la Covid, mais par exemple pour l'hantavirus, le risque est extrêmement faible, voire nul. Donc il faut, s'il vous plaît, encore une fois, toute mesure des choses et ne pas penser que parce qu'il y a une personne qui est porteuse donc, de cet hantavirus, cela signifie qu'elle va mourir et cela signifie qu'elle va se transmettre à 18 ou à 20 personnes. Il faut connaître l'épidémiologie, connaître les risques de transmission, il faut connaître l'immunologie et la virologie. Et j'insiste sur une chose pour laquelle a parlé le professeur Cohen. Et il a parlé de phénomènes immunologiques. Et on l'a vécu, le professeur Montioukil, qui est réanimateur, le sait, on l'a vécu avec la Covid-19. L'enjeu qu'on avait, c'était l'orage cytokinique. On avait un enjeu majeur que ce n'était pas le virus lui-même qui tuait, mais c'était les réactions extrêmement violentes, si je peux ainsi m'exprimer, inflammatoires, qui entraînaient des conséquences graves pour les patients. Donc oui, nous avons des mesures préventives. D'abord, la meilleure mesure, c'est d'abord la surveillance, le partage de l'information.
Avant de partager l'information, comment on surveille? tous Est-ce les qu'il y a pays- des tests de D'abord dépistage aujourd'hui, du hantavirus? Bien sûr, il y a les tests Disponibles au Maroc? Oui, mais bien sûr, disponibles en France, au Maroc, dans plusieurs pays. Nous avons aujourd'hui, vous avez la PCR qui est capable donc de. Il n'y a aucun souci. Je veux dire, c'est encore une fois, nous avons des virologues, nous avons des immunologistes qui sont extrêmement compétents partout en Europe, mais également chez nous au Maroc. L'enjeu n'est absolument pas au niveau donc du diagnostic. On sait faire le diagnostic de l'hantavirus. Maintenant, il faut faire la surveillance épidémiologique, les principes de précaution, comme l'a dit mon ami le professeur Moutchaouki, les mesures préventives de base. Et vous savez, même pour la grippe saisonnière, le port d'un masque est utile. On le sait aujourd'hui. Le lavage des mains. C'est parti pour le gel hydroalcoolique. Encore une fois, c'est parti lorsque ça sera nécessaire. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Alors, comment vous expliquez, professeur Heikel, que les stratégies de différents pays soient aussi différentes aujourd'hui? Le Royaume-Uni, ce n'est pas le royaume du Maroc. On a d'autres pays aussi qui ont un peu serré la vis, parce que est-ce que c'est un excès de zèle? Pourquoi? Parce que les politiques publiques de santé ne sont pas les mêmes. Les politiques de santé publique en France, c'est différent du Maroc, c'est différent de l'Angleterre, c'est différent. Regardez les États-Unis, ils peuvent décider de ne mettre personne en quarantaine. L'Allemagne ou la France peut avoir avec la Covid-19, certains États ne se sont pas confinés, pour ne citer que l'exemple de la Floride, par exemple. Il y a même contrairement à New York, qui est resté confiné plus longtemps que le reste du monde. Et comme certains pays africains qui n'ont pas été confinés, donc chaque pays a sa propre politique de santé publique. Et quand on parle de politique de santé publique, il faut la mettre dans le cadre global des politiques publiques. La politique de santé, c'est une des politiques publiques. Et dans les politiques publiques, il y a l'économique, il y a le social, il y a le politico-politique. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu pour que les décideurs dans un pays prennent un certain nombre donc, de mesures. Et aujourd'hui, et je rappelle ce que vient de déclarer encore ce matin l'OMS, au moment où nous parlons, encore une fois, au moment où nous parlons, il n'y a aucune raison d'avoir peur ou de s'inquiéter sur une diffusion massive ou sur un niveau de risque sanitaire de type pandémie. D'ailleurs, l'OMS refuse toute comparaison directe avec la Covid-19. Tout à fait. Ou le Covid-19. On ne sait toujours pas si c'est au féminin ou au masculin. Ça pour ne froisser personne. Bon, mais ça m'interpelle, et ça interpelle beaucoup de... Quel est le rôle aujourd'hui de cette Organisation mondiale de la santé? Alors, cette organisation, elle a souffert depuis pas mal de temps, depuis la crise H1N1. On se rappelle, avec la directrice de l'ancienne directrice de l'OMS. Et puis, c'est vrai qu'en gestion de crise, et je vais prendre l'exemple de la Covid, il y avait une certaine improvisation scientifique parce qu'on n'avait pas de certitude scientifique, on n'avait pas de données, c'est-à-dire on apprenait au jour le jour. Et puis, il y avait parfois des avis contradictoires. Et puis, on avait aussi le syndrome des plateaux de télévision, la dimension médiatique et des réseaux sociaux. Et on avait le syndrome des experts, et les experts, parfois, ils n'étaient pas d'accord. Nous nous rappelons un petit peu de ce débat entre Didier Raoult et les autres, et puis l'histoire du Lancet-Gate. Oui. Hein, tout ça, ça marque. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, concernant cette maladie pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui, cette maladie n'est pas dans la même dynamique que ce qu'on a connu auparavant. Pourquoi? Parce qu'on connaît relativement bien ce virus et les militaires le savent. Dans cet article que j'ai cité tout à l'heure de l'équipe finlandaise, ils ont fait une revue de 41 articles, dont 23, c'est d'origine militaire, qui était dans la revue militaire de médecine. Et ils ont repris tout l'historique des publications jusqu'à la confirmation par la méthode ELISA dans un premier temps, puis par la PCR à partir des années 90. Et on remonte un petit peu. Et on a dit, même certains disent que même pendant la guerre civile américaine, on avait des cas semblables, ce qui pouvait rappeler ça.
on avait la Première Guerre mondiale. Et puis, on avait aussi la guerre de Corée. Et on oublie aussi l'épidémie qu'a connue dans les années 40 l'Allemagne, la Finlande, puis récemment la guerre de l'Ukraine. On a eu des cas qui ont été publiés par des auteurs concernant cette maladie-là. Donc il y a tout cet historique-là, tout cet historique qui nous laisse que cette maladie, elle ne va pas connaître une extension outre mesure et dans des proportions catastrophiques. Mais je crois que dans la crise sanitaire, bien sûr, ça soulève des problèmes ontologiques, c'est-à-dire entre le rapport entre l'être et l'environnement, une dimension eschatologique, c'est-à-dire par rapport à la mort, par rapport à la fin du monde, c'est des questions philosophiques existentielles qui s'opposent à ce qui fait qu'on a tendance à exagérer. Mais là, il faut un petit peu atterrir et replacer les choses dans leur ordre. On sait que cette maladie nous ouvre aussi des opportunités parce que par l'étude sur l'immunologie, sur les réactions virales, sur ces virus-là qui vont rester avec nous parce qu'ils sont dans la Terre. La Terre, on oublie cette dimension, c'est la Terre, l'homme avec l'interaction. Et puis, il n'y a pas que les médecins qui s'intéressent à ces choses-là. Il y a les urbanistes, c'est-à-dire les développements de l'urbanisme. Il y a aussi la médecine vétérinaire qui va surveiller un petit peu ces animaux-là. Mais ce n'est pas le rôle de l'OMS d'interpeller les politiques publiques en tant qu'organisation L'OMS, elle va émettre des recommandations. Oui. Mais l'OMS, elle a souffert un petit peu d'être mal vue pendant la gestion de la Covid. Pourquoi ? À tort ou à raison ? D'abord, pourquoi ? C'est par rapport à l'indépendance aussi de l'organisation, de l'indépendance politique de l'organisation. Les critiques ont porté sur cette relation ou ce rapprochement entre l'OMS et un pays en particulier, la Chine. Mais je vais reprendre ça. C'est-à-dire il y a des questions au niveau géostratégique et de force à ce niveau-là. La Chine, c'est une grande nation. Et la Chine, on connaît un petit peu le système politique. Oui. Et on a dit qu'il y a une complicité entre ce directeur de l'OMS actuellement et puis avec le système communiste. Tout ça, c'est de la géopolitique et c'est des considérations. Oui, mais on le voit, les virus zoonotiques sont un enjeu géopolitique majeur aujourd'hui, docteur Moussaoui. Je vous en prie. Il y a les recommandations de l'OMS, mais chaque pays a une politique de santé. Et je crois qu'au Maroc, je ne vais pas un petit peu par chauvinisme dire, mais on sait faire. C'est-à-dire qu'au niveau du Maroc, on a géré des questions qui sont, et des crises beaucoup plus importantes. Je vais parler un petit peu de mon expérience. Moi, j'ai commencé en 1999 au niveau du comité scientifique qui a accompagné la direction de l'épidémiologie au Maroc, et on a travaillé sur des crises. On a travaillé sur le SRAS, on a travaillé sur quand j'ai commencé, c'était le choléra. Et le choléra, quand j'étais au service, on recevait 20 cas par jour. Puis par la suite, on a travaillé sur la grippe H1N1, on a travaillé sur la Covid, on a travaillé sur... Et le Maroc, par exemple, quand on voit... On dit toujours dans les tremblements de terre le risque épidémiologique. Et on n'a pas vu l'éclosion d'infections dans le... On sait faire. Il y avait les inondations. Et quand on sait que les inondations, vous avez des morts, vous avez des choses. Or, le Maroc avait décrété on va gérer la crise avec un objectif 0 mort pendant les inondations qu'a connues la région du Nord et de l'Ouest. Donc chaque pays, il y a l'OMS d'accord, mais chaque pays est souverain dans la gestion de la crise. Alors, un commentaire là-dessus, professeur Heikel. Attendez, peut-être Monsieur Cohen, je vois lever la main. Je vous laisse réagir, professeur Cohen. Le nerf de la guerre pour la gestion des organisations internationales, c'est l'argent. Ah bah oui. Et les États-Unis, pour le nommer directement, ont cessé de financer une grande partie de l'OMS en pensant que
l'OMS serait obligé d'en passer par ce qu'il souhaitait. Et puis finalement, l'OMS s'est débrouillé et a trouvé des pays compréhensifs pour les remplacer. Seulement, aucun pays ne fait ça tout à fait gratuitement. Donc la Chine a payé à la place des États-Unis et elle aussi, elle souhaitait tel ou tel aspect conforme à ses choix politiques. Donc en fait, l'OMS est toujours coincée à devoir gérer en fonction des souhaits des États. Et malheureusement, l'idéal qui serait que l'OMS soit parfaitement indépendante ne fonctionnerait ou n'a fonctionné que quand il y avait des blocs différents les uns des autres et que l'OMS pouvait jongler entre les financeurs. Là, ces temps-ci, ce n'est pas tout à fait le cas. Oui, d'ailleurs, on ne sait toujours pas l'origine de la Covid-19. Je dis ça, je dis rien. On a des hypothèses. On peut y revenir, mais ce n'est pas le sujet de l'émission. Non, je sais, mais c'est juste que voilà, c'est juste pour fermer peut-être cette parenthèse OMS, c'est aussi le travail de l'OMS de faire ce genre de recherche ou pas, de savoir d'où vient telle ou telle épidémie et surtout pandémie mondiale qui a quand même eu des répercussions bien au-delà, bien sûr, sanitaires, qui a coûté des vies, mais aussi qui a coûté des milliards de dollars à l'économie mondiale, aux économies des pays. Oui, Jafar Lekel. Alors, encore une fois, l'OMS fait partie des Nations Unies. C'est une émanation des Nations Unies, au même titre que l'UNICEF, que le PNUD, que d'autres organisations internationales. Et autant nous, on veut, notre espoir, c'est que ça soit des organisations purement technico-scientifiques et qui vont donner un avis avisé, scientifique et technique. Mais comme l'a dit professeur Cohen et professeur Moutiaoukil, il y a un substrat politique. Il ne peut pas y avoir... Substrat financier. Voilà, un substrat politique où il y a des enjeux financiers, mais même aussi politiques. Et ce sont, entre guillemets, encore une fois, dans le beau sens du terme, ce sont les règles du jeu. Des Nations Unies, l'émanation l'OMS a dû se débrouiller quand vous avez des centaines de millions de dollars qui vous manquent pour financer un certain nombre donc, de projets dans des pays en voie de développement ou des programmes de lutte contre telle et telle maladie et que ça vous manque, eh bien, il va falloir vous orienter différemment, mais il faut que ceux qui vont financer, c'est comme si vous allez dire, entre guillemets, dans le beau sens du terme, dans un conseil d'administration, celui qui a l'actionnariat le plus élevé, c'est celui qui va demander d'avoir plus droit à la parole que les autres. Et c'est, entre guillemets, les règles du jeu. Donc attention, l'OMS, on en a besoin, c'est important, c'est un organisme qui va donner des orientations, il y a des scientifiques de très haut niveau, mais il faut être un peu candide si on pense que c'est une organisation uniquement scientifique ou uniquement technique. Il y a d'autres enjeux qu'il faut prendre en considération. Il faut les nommer aussi, c'est des enjeux purement capitalistes. Et financiers et politiques, et encore une fois, ce sont les règles du jeu. Si vous permettez... Du capitalisme aussi. Oui, docteur Moutiaoukil. On ne va pas s'éloigner, mais il y a une crise du nouvel ordre mondial. Oui. Et je crois que, on a parlé des Nations Unies et l'OMS, c'est une émanation. Ça date de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Maintenant, on a un monde qui change, on a des centres, le monde multilatéral, on n'a plus les deux blocs, on a tout ça, on est en train de voir s'installer un nouveau ordre. Et puis, et j'espère qu'on aura des organisations qui seront beaucoup plus crédibles. Pardon. Je vous en prie. Donc vous espérez ? J'espère. Il y a une dynamique, excusez-moi, il y a une dynamique maintenant, et je crois que ces organisations méritent d'être revues et d'assurer une certaine indépendance pour le bien-être de l'être humain. On parle quand même de vie humaine et de capitalisme. Enfin, c'est la réalité, on ne va pas se voiler la face. Alors, on va peut-être revenir sur... cette question que j'introduisais dans mon préambule, comment capitaliser sur l'exercice, c'était un exercice grandeur nature, de la Covid-19 pour mieux gérer le hantavirus. Je commencerai par le professeur Cohen d'abord et je continuerai le tour de table. Eh bien, quand il y a un virus nouveau, on ne sait pas très bien à quoi ça ressemble. Et on a tendance, après la bataille, à rejouer le match et se dire qu'on aurait pu faire comme ci, qu'on aurait pu faire comme ça.
C'est en partie vrai, mais déjà, il faut voir ce qu'on a fait, et de même, on se dit, on va mettre des outils qui nous permettront de trouver exactement la prochaine fois. Et comme le disait Charles Nicolle, eh bien, la prochaine fois, on va à nouveau être surpris. Ce qu'il faut, c'est la réactivité. Oui. Il faut des personnels compétents, il faut ne pas avoir de préjugés, il faut de l'adaptation, et des protocoles beaucoup trop lourds et trop décidés à l'avance finissent par, à chaque fois, ne pas trouver ou ne pas comporter ce qu'il fallait. Il faut une connaissance générale, des règles à maîtriser, et il faut ensuite, non pas improviser, mais s'adapter aux nouveautés. Vous savez qu'il y a eu le SRAS, et lui, il s'est cassé la figure assez rapidement, il avait une mortalité relativement importante. Au début du Covid, eh bien, on pensait que ça allait ressembler à la même chose. Et en moins d'un mois, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent, et qu'il fallait donc s'adapter autrement, et qu'en plus, les quarantaines habituelles ne marcheraient pas, puisque les gens étaient contagieux avant d'être malades. Et donc, on se retrouvait dans des situations très différentes. Donc, il faut être, j'allais dire, agile d'esprit et réagir avec des infrastructures, mais le moins de rigidité, de pesanteur possible. Et puis, il y a un autre aspect. Dans chaque pays, on est toujours là pour dire il n'y a pas de ça chez nous. C'est pas nous, c'est le voisin. Seulement, si on fait le tour de la planète, on finit par retrouver qu'il arrive, selon les endroits, ou dans certains cas, que telle ou telle maladie éclose à un endroit, et puis la fois d'après, ça sera un autre endroit pour une autre maladie. Exact. C'est bien dit, professeur Ekel. Oui, tout à fait. En plus, je crois qu'il faut, et si vous revenez, je parle sous le contrôle du professeur Cohen, en tant que virologue et immunologiste, vous savez, au cours des 50-60 dernières années, les grosses crises, ça a toujours été des zoonoses. Les grosses crises, hein. Prenez du VIH, hein, la toxoplasmose, la fièvre typhoïde, le H1N1, Ebola, Zika, chikungunya, ce que vous voulez, c'est-à-dire la connexion entre la santé animale, la santé environnementale et la santé humaine sont connectées. Il faut qu'on garde ça à l'esprit. Ça, c'est un premier message. Le deuxième message, et je rejoins également ce que dit le professeur Cohen, l'enjeu dans ces crises, c'est pas tellement toujours le virus ou la bactérie ou le germe, c'est la résilience, c'est la flexibilité, c'est la capacité d'aller vite, c'est la capacité de mobilisation. On a vu des pays développés qui avaient d'excellents virologues, d'excellents immunologistes, d'excellents réanimateurs, mais la capacité de mobiliser des lits de réa, de trouver des masques, de trouver des vaccins, etc., c'était plus compliqué. Et donc, c'est du management, c'est de la gestion de crise. Et donc, dans certaines situations, il faut avoir cette capacité de résilience des systèmes de santé. C'est beaucoup plus que notre capacité en tant que scientifique. Et le dernier point, et encore une fois, le professeur Cohen sera d'accord, j'en suis sûr à ce niveau, il y a encore beaucoup de virus et beaucoup de germes qu'on ne connaît pas. Et vous allez voir que si aujourd'hui il y avait uniquement dans la calotte glaciaire, si on perdait plusieurs mètres de calotte glaciaire par exemple à cause du réchauffement climatique, probablement que nous allons avoir des virus nouveaux ou autres germes que nous ne connaissons pas et qu'il va falloir gérer ou dealer avec. Donc ça veut dire, on a eu des crises, je suis désolé de vous décevoir, on en aura d'autres, d'accord, mais je crois que l'apprentissage fait qu'on est plus capable aujourd'hui de réagir et en tout cas, je peux parler pour mon pays, oui. Le Maroc a été extrêmement résilient et a été capable donc de gérer une crise sanitaire assez problématique. Qui n'en est pas la première, mais effectivement, la réactivité face à la Covid-19 de la vie de plusieurs pays, de la presse internationale et de l'OMS aussi, qui ont félicité le Maroc dans sa gestion de la Covid-19. Docteur Moussa Oukil, vous étiez membre du comité scientifique et technique, vous avez travaillé justement sur la Covid-19. Alors moi, oui, on a bien fait, mais selon vous, selon votre expérience, quelles sont peut-être les failles qu'il faudra prendre en compte dans les futures crises là? Alors, les failles... S'il y en a, s'il y a des failles à colmater, c'est maintenant... Non, vous savez que dans la gestion des crises sanitaires, il y a plusieurs intervenants. Oui. Il y a l'angoisse existentielle de la population. On est devant
une catastrophe, on est devant quelque chose qui se rapporte à la mort, qui se rapporte à la maladie. Donc, il y a des sujets, tout à l'heure, quand je parlais de l'ontologie. Et puis, vous avez aussi la gestion de la crise, vous avez des interactions entre le scientifique et le politique. Et vous avez aussi les autorités régaliennes de l'État, c'est elles qui vont intervenir à ce niveau-là. Et puis, tout à l'heure, M. Heikel parlait de la résilience. Et puis, il y a aussi le centre de décision. Et on a vu aussi ailleurs que, par exemple, si je prends un pays comme les États-Unis, où il y avait une guerre entre le CDC, le centre d'Atlanta, et entre les autorités sanitaires, et dans ce pays-là, où la dimension de la médecine communautaire n'existait pas. Donc, c'est des choses qu'on avait. Et puis, on avait aussi le problème des experts. Et au niveau des experts, je crois qu'à ce niveau-là, il faut beaucoup plus d'humilité et de modestie. Parce que quand on sait, on a les preuves scientifiques. Et puis, combien on peut avoir des preuves scientifiques, il y a beaucoup d'inconnus qui vont surgir au cours de la gestion. Vous avez aussi le poids des médias et des réseaux sociaux qui sont très négatifs à ce niveau-là. Et puis, vous avez des considérations d'éthique. Et M. Cohen parlait tout à l'heure, quand on passe une crise, on revisite cette crise-là. On ne la revisite pas pour le plaisir, pour faire de l'épistémologie, des connaissances à ce niveau-là, mais on va la revisiter pour tirer encore des leçons et des conclusions. On sait que le risque est toujours là. Le loup est toujours dans la bergerie. C'est-à-dire, nous vivons dans un monde où on côtoie, il y a l'homme, il y a la terre, il y a l'environnement, il y a le monde animal, et tout cet ensemble-là dans lequel nous devons vivre en harmonie avec ce monde, le connaître davantage, le poids du scientifique, c'est très important à ce niveau-là, parce que le scientifique, il va être le conseiller des décideurs politiques. Et quand vous avez, au niveau de l'État, vous avez la centralité de la décision, c'est une chose qui nous a sauvés au Maroc. Bien sûr, on peut parler des systèmes démocratiques, le débat démocratique, tout ça c'est légitime, c'est très bien. Mais à un certain moment, il va falloir prendre une décision. Tranché. Et il faut que cette décision soit respectée. On peut l'étudier, on peut la discuter, mais une fois qu'elle est prise, il faut que tout le monde soit derrière les drapeaux pour mener une lutte pour ça. Exact. Nous espérons qu'il n'y a pas, Inch'Allah, de lutte, que effectivement, ça va être un phénomène éphémère, un peu comme le Mpox ou la variole du singe qu'on a connue l'année dernière, ou d'autres épidémies passagères, Inch'Allah. En tout cas, on le souhaite. En tout cas, j'espère qu'on a répondu à vos questions sur ce nouveau virus, donc de hantavirus, aux côtés, bien sûr, de l'expertise de mes distingués invités. Merci encore une fois, docteur Saïd Moutaoukil, d'avoir été avec nous. Et merci à vous également, professeur Jafar Heikel. Merci à vous. Juste entre parenthèses, on m'a dit que la dernière fois que vous avez parlé de la Covid-19, il y a eu confinement une semaine après, c'était en c'est pas moi qui suis responsable. En 2020. Merci. Merci en tout cas. Je trouve beaucoup de plaisir en tout cas à vous avoir parmi nous. C'est très enrichissant de vous avoir, docteur Heikel. Et merci à vous aussi, professeur Jacques Cohen. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. À bientôt et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain, Inch'Allah.